Allô tout le monde, bienvenue au Jeudi avec Andrea Gérard, consultante pédagogique. Je suis Andrea et aujourd'hui, en ce 21 octobre 2021, je reçois une invitée bien spéciale. Alors, c'est Isabelle Boivin. J'en ai parlé récemment dans mes publications sur mes réseaux sociaux. Donc, c'est ma partenaire en France qui est allée au congrès Innovation en éducation et qui a parlé aussi de l'entreprise et de la formation Ma maison, mon école, ma liberté. Isabelle est spécialisée dans l'accompagnement des parents pour les plus jeunes, mais aussi des babys. Alors, des bébés aux besoins intenses et des EABI, des enfants aux besoins intenses. Alors, Isabelle, aujourd'hui, va nous en parler beaucoup plus sur ce sujet-là et c'est un sujet qui me touche personnellement parce que j'ai moi-même un garçon qui est né baby et que je le vois évoluer aujourd'hui maintenant comme un EABI. Et c'est vraiment des enfants quand même très touchants, même s'ils sont très demandants. Alors, je vous présente à l'instant mon invitée du jour, Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Andrea, bonjour à tous et à toutes. Et bonsoir parce que, bon, Isabelle, tu es en France. C'est voilà. Ça. Et bonsoir à ceux qui nous regardent plus par chez moi. Ben oui. C'est le soir. Ben oui. Alors aujourd'hui, je suis Isabelle Boivin. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler ensemble des babys et des EABI. Mais avant d'aller plus loin dans le sujet, moi, j'aime toujours ça que mes invités se présentent. Alors, je vais te laisser te présenter pour que tu nous dises un peu, c'est qui tu es, c'est quoi un petit peu ton histoire personnelle et pourquoi aujourd'hui tu viens me parler de ce sujet-là. Ok, très bien. Donc, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, je suis Isabelle Boivin. Je suis physio-éducatrice. Alors, cherchez pas, c'est moi qui l'ai inventé. De par justement tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris, et j'ai réuni la physiologie et l'éducation bienveillante pour pouvoir me faire un métier qui convienne aux besoins de mes clients en fait. Et donc mes clients, ce sont les parents avec des enfants aux besoins intenses et aussi des troubles scolaires. Donc, mon travail à moi, c'est d'aider les parents, mais aussi les professionnels à mieux se positionner face aux enfants qui peuvent poser problème apparemment, mais qui ont ces besoins intenses-là un peu cachés et qui s'expriment un peu différemment. Et ça devient difficile et pour les professionnels et pour les parents de gérer tout ça. Donc, je les aide à mieux se positionner face à l'enfant pour qu'ils arrivent à créer un environnement qui soit propice à l'épanouissement de l'enfant, à la reprise de la confiance de l'enfant en lui, mais aussi envers les adultes. Et voilà le gros de mon travail, en fait. Donc, j'interviens auprès des, comme je l'ai dit, des parents. Donc, ça peut aller de la naissance, hein, c'est très souvent le cas, jusqu'à à peu près 12 ans. Je ne suis pas trop spécialisée dans les ados, mais voilà, ça va à peu près jusque-là. Même si tu vis aujourd'hui quand même avec un ado. Et je vis avec 2 ados maintenant. Deux ados, mais ton baby est devenu ado. Alors, on a Rodrigue aujourd'hui qui nous dit « Salut les filles ». Alors, Rodrigue, qui est maintenant en France aussi, alors, qui n'est pas loin de chez toi d'ailleurs. Oui, je crois savoir qui c'est. Bonjour Rodrigue. Oui. Bonjour Manuel. Oui. Alors ça, c'est un peu comme ton histoire aussi, justement, dans le fond, qui tu es professionnellement, mais personnellement, c'est ça, toi aussi, tu as eu un garçon qui est né baby et tu as vécu quand même des difficultés parce qu'au début, c'est sûr que quand ils naissent, ces enfants-là, c'est pas écrit dans le front, on ne sait pas nécessairement qu'ils sont baby. Alors, aujourd'hui, c'est ça, je veux que tu nous racontes vraiment comment tu as vécu ça, toi, au début, là, la situation avec ton enfant quand il est né, quand il est arrivé. Tu as vu que ses réactions étaient différentes un petit peu de ton autre enfant ou des autres enfants que tu connaissais. Alors, mon autre enfant, en fait, a été aussi, à un moment donné, baby, mais c'était justement très physiologique. C'était dû à des problèmes physiologiques qu'on ne m'avait pas donnés. Donc, je ne pouvais pas répondre en fonction des besoins de mon enfant puisque je ne connaissais pas son problème physiologique.
Et il s'est trouvé que j'ai allaité pendant plus d'un mois avec mon bébé dans les bras à pas pouvoir le poser. Donc ça, c'était avec ma fille aînée. Et je me suis jurée de ne plus jamais revivre cet enfer, d'être collée au canapé et de plus pouvoir rien faire de ma vie et d'être juste là à allaiter, la poser une demi-heure, la reprendre et entendre les cris entre les deux. Enfin, c'était plus possible. J'avais l'impression de faire que ça. Et moi, je voulais vraiment allaiter. C'était vraiment quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et je l'ai vécu vraiment comme un échec de, au final, passer au biberon. Donc, je me suis dit que j'allais trouver quelque chose et pour le prochain, le suivant, donc mon 3 mois après Emma. Et j'avais réussi à trouver pour le coup une super écharpe. Donc, de suite, en fait, j'ai quand même eu déjà un premier outil qui m'a beaucoup aidée, mais je savais pas du tout l'utiliser. Donc, ça a été très compliqué. Et Mathieu, en fait, il s'est présenté. J'imaginais pas comment ça allait être avec lui non plus. Hein. Donc, en fait, Mathieu, dès que je le posais, il ronchonnait un peu. En gros, il réclamait à ce que je le prenne dans les bras. Mais là, c'était vraiment 2 jours et 2 nuits constamment. Je pouvais vraiment rien faire, quoi. Et si je le posais, en fait, il se mettait à pleurer vraiment fort. Donc, c'était un petit peu problématique. Donc j'ai appris à porter mon enfant. Je pense que j'ai dû apprendre aussi à le manipuler comme il fallait. Et donc en 3-4 mois, ça s'est à peu près tassé. C'est-à-dire que j'ai réussi à retrouver des nuits, j'ai pu arriver à mieux dormir. Mathieu, il s'est apaisé parce que le cerveau du petit, il grandit avec l'âge de l'enfant. Et donc, il est très immature quand il naît et il finit par maturer au fur et à mesure de l'âge. Donc, en fait, tout ce qui était nouveau le faisait partir un petit peu en cacahuète. Et donc, j'avais droit à des pleurs pour un oui ou pour un non. Donc, j'avais besoin de maman pour se rassurer. Et à force d'être dans mes bras, je finissais par comprendre que c'était pas un danger et je pouvais le poser. Et puis moi, j'étais assez sereine pour ça aussi. Donc, assez rapidement, j'ai pu le poser, mais malgré tout, il est resté quand même au besoin intense. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que je m'en occupe tout le temps pour être vraiment tranquille. C'est-à-dire, si je le posais un peu trop longtemps, c'était pas possible. Donc, c'était la sieste sur moi, c'était voilà. Mais l'écharpe, elle m'a vraiment permis de retrouver une liberté assez rapide. Et puis, il a grandi. Son père et moi, on a divorcé. Et là, je pense que ça a été un déclencheur encore plus fort. C'est-à-dire que non seulement il y avait la période du non qui s'y mettait en plus, mais le divorce a vraiment été mal vécu par Mathieu. Il le disait lui-même en plus. Il exprimait vraiment le besoin de voir son père, l'incompréhension qu'on soit séparés. Et ça se sépare des crises qu'on pouvait pas calmer à part moi. C'est-à-dire qu'il n'y avait que moi qui arrivais à le toucher, à le calmer. Je le faisais depuis sa naissance, donc il avait confiance en moi. Mais les autres n'y arrivaient pas. En plus, on a beaucoup déménagé, on a changé. Donc, il avait besoin de temps pour s'habituer aux autres. Et ça a été très, 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 très complexe. Donc, à partir de la moyenne section, donc de la 2e année de maternelle, il a commencé à avoir des problèmes à l'école, déjà. Et donc, j'étais rappelée en fait plusieurs fois par semaine. Il me semble que ça pouvait aller parfois à deux fois par semaine à être rappelé pour rechercher parce qu'il était ingérable en classe. Et donc, voilà, il faut arriver à pouvoir gérer ça avec le travail. J'avais de la chance d'être fonctionnaire quand même, donc pas la peur de perdre mon emploi, mais malgré tout, ce qu'on me renvoyait au travail, c'était que je faisais pas bien mon travail, alors que je le faisais bien, mais il y avait des fois où j'étais rappelée et je devais rentrer plus tôt et c'était pas bien vu, quoi. Donc, et puis j'étais beaucoup plus fatiguée, beaucoup plus à fleur de peau. Voilà, il m'est même arrivé tellement j'étais à fleur de peau de manquer je vais le dire carrément, de casser la gueule à un de mes chefs, tellement il me
il n'y avait pas de dialogue possible et du coup, moi, j'ai perdu patience et ça en est arrivé là. J'en ai parlé dans d'autres vidéos il n'y a pas très longtemps. Je perdais patience avec mes enfants, c'est-à-dire que je pouvais facilement avoir envie de les taper et d'en arriver aux mains. Et ça parce que j'avais pas non plus de soutien. On n'avait pas trouvé qu'est-ce qui pouvait apaiser Mathieu. J'arrivais pas vraiment à trouver comment apaiser sa colère en fait. Donc sur le coup, en plus, je me suis mal renseignée et j'ai cru bien faire en le laissant faire ses crises au lieu de les accompagner. Donc voilà, il y a eu plein de petits trucs qui ont fait que ça peut-être pu aussi, comment dire, mettre de l'huile sur le feu. Ouais, dégénérer un voilà. peu. Mais à quel moment, oui, voilà. tout ça, tu t'es rendu compte que tu t'es rendu compte ou tu as découvert que ton garçon était Babi? Et après ça, ça s'est transformé en Abi. Donc, à quel moment? Oula. Ouais, parce pas que, du tout de suite. Non? OK. Donc, pas du tout de suite. Okay. Et est-ce que tu connais ça? Quand il était bébé, est-ce que tu connaissais ça, les babys, toi? Non. Non, okay. Non, je l'ai appris très tard. En fait, les babys, j'en ai eu conscience qu'il n'y a pas très longtemps. En fait, c'était en faisant... Mathieu, il était en primaire, là, déjà. Et moi, il est né en 2006, on était en 2012, donc il devait avoir 6-7 ans. J'ai commencé à me réorienter professionnellement et c'est là que j'ai rencontré d'autres personnes, donc en tant qu'éducatrice Montessori. Et là, j'ai rencontré des personnes à qui j'ai parlé des symptômes de Mathieu, des crises, des problèmes que je rencontrais qui n'étaient toujours pas, comment dire, solutionnés. Je trouvais toujours pas... Ouais, c'était toujours problématique et il faisait peur à ses camarades, il n'était pas invité. Du coup, ça retombait aussi sur ma fille qui, elle non plus, n'était pas invitée parce qu'on nous prenait pour des fous. Mathieu, il a eu des mots des fois à l'école qui étaient très flippants, quoi. Un jour, il a sorti dans la cour. J'étais pas au courant de suite, j'étais au courant 3 semaines après, donc j'ai pas pu réagir de suite. Il a sorti à tout le monde, je vais tous vous tuer, je me tuerai après. Il avait 7 ans, je crois. Donc voilà, ça... Ah oui, vraiment. Et je sais pas d'où est-ce qu'il a sorti ça, mais bon, voilà, je faisais attention aux écrans, tout ça. Bon, il y avait le père à côté que je pouvais pas contrôler, mais voilà. Et donc, en rencontrant ces personnes, j'ai appris que mon enfant, en fait, pouvait être... Alors, j'ai pas entendu le terme Babi ou EABI, mais j'ai entendu le terme haut potentiel, des choses comme ça. Voilà, qu'il avait une intelligence un petit peu développée et que, en fait, son cerveau allait trop vite par rapport à ce qu'il pouvait faire en classe ou voilà, et il s'ennuyait et que c'était peut-être pour ça que... il s'énervait aussi facilement. Et en plus, il y avait la sensibilité, l'hypersensibilité. J'ai commencé à en entendre parler comme ça aussi. Donc, je savais que les bébés étaient hypersensibles, mais j'avais pas conscience que après, voilà, on pouvait être... même moi, je suis hypersensible, mais voilà, j'avais pas pris conscience de tout ça. C'était quelque chose qui n'était pas du tout... voilà. Alors, j'aime pas mettre les étiquettes non plus, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mamans qui me disent, mais non, mon bébé, c'est pas un baby, il est normal, c'est lui, il est comme ça. Oui, il est comme ça. Mais à un moment donné, ça devient épuisant, quoi, de répondre sans cesse aux demandes de notre enfant. Ça devient difficile, c'est vraiment le terme. Et l'enfant, on dit qu'il est difficile. Donc, c'est pas l'enfant qui est difficile, c'est la situation, mais on fait des raccourcis et ça devient... une vie qui est difficile, un enfant qui est difficile. L'enfant, il est très mal perçu. Les parents finissent par être mal perçus aussi parce que moi, on m'a dit carrément qu'à l'école, c'était moi qui disais à Mathieu que l'école, c'était pas bien, alors que moi, j'ai toujours adoré l'école, même si j'ai eu du mal à l'école, j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours adoré apprendre. Donc moi, mon but, c'était que mon fils arrive à apprendre, réussisse à... Il adorait d'ailleurs apprendre. Mais à l'école, ça se passait pas bien. Et donc voilà. Et là,
j'ai rencontré, en fait, quand j'ai su, quand j'ai compris qu'il y avait possibilité qu'il soit au potentiel ou tout ça, on m'a dit, mais il y a des associations. Donc là, je me suis tournée vers des associations spécialisées parce qu'on m'a dit, dans ces associations-là, non seulement tu vas rencontrer du monde, mais en plus, tu vas pouvoir avoir des professionnels qui vont être spécialisés et qui vont reconnaître les problèmes qu'a ton enfant et peut-être toi, enfin voilà, et qui vont pouvoir vraiment t'aider. Et là, j'ai commencé à m'en sortir. C'est-à-dire que j'ai commencé à être entendue, écoutée. Ça fait du bien hein, quand on est maman et qu'on n'y arrive pas, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tout est ma faute, voilà. Et puis ça aide pas hein, de toute façon. Parce que ce qu'on a fait, on l'a fait. Hein, de toute façon, on ne peut pas revenir dessus, on l'a fait. Alors si, on peut revenir dessus, mais autrement. Donc ça, je l'ai appris aussi après. Et donc j'ai découvert petit à petit vraiment des outils que j'aurais pu utiliser beaucoup plus tôt avec lui bébé pour le rassurer mieux, pour lui parler aussi, lui parler mieux. Je connaissais pas bien la communication bienveillante. Donc, je me suis formée à Faber et Maslich en même temps. Donc, j'ai pris conscience de comment fallait communiquer avec lui. Par exemple, c'est au lieu de faire une phrase, va prendre ta douche, mets tes chaussettes, je sais pas. Enfin, tu vois, des choses comme ça qui encombrent pas le cerveau. Et là, j'ai entendu parler du cerveau aussi, des neurosciences et tout ça. Mais c'est des choses qui m'étaient totalement inconnues au départ, alors que je viens du milieu quand même de la santé. Puisque pendant 5 ans, j'ai voulu être sage-femme, j'ai fait des études de pédicure podologue pendant 2 ans. Donc, j'avais quand même ce côté santé qui était quand même assez présent. Mais tu vois, le fonctionnement du cerveau, bien que je l'avais vu en CAP petite enfance, parce qu'après j'ai passé aussi le CAP petite enfance. Et c'était pas aussi prégnant, quoi. Donc, tout ça au fur et à mesure, en ayant les bons contacts, voilà, mais ça m'a pris quand même, à partir de sa naissance, ça m'a pris plus de 7 ans quand même. Donc, c'est des choses qui s'ancrent, et plus ça s'ancre, plus les problématiques s'ancrent, plus on a du mal à les enlever parce que l'enfant, il s'habitue à fonctionner d'une certaine manière et ça devient des autoroutes neuronales, hein, comme on dit en neurosciences. Et faut arriver à ce que les autoroutes, elles s'amenuisent et qu'on en crée d'autres, mais plus positives, quoi. Donc là, c'était des autoroutes un peu négatives. Oui, et c'est pour ça, Isabelle, tu sais, tantôt, tu as dit, moi, j'aime pas coller des étiquettes. Tu sais, j'aime pas toujours dire, mettons, mon fils est Baby ou Abby, mais en même temps, des fois, c'est pas coller une étiquette. J'ai déjà parlé avec Valérie Jessica Laporte, qui est quelqu'un connu au Québec pour avoir parlé de son Asperger et d'autisme et qui a écrit un livre là-dessus. Et comme elle disait, c'est pas de coller une étiquette dans quelqu'un, c'est de mettre l'étiquette dans les poches. Donc oui, c'est important un diagnostic parce qu'après ça, ça va pouvoir aider l'enfant et le parent à dire, il est normal, c'est juste qu'il y a des besoins différents, il y a des besoins à tenir compte pour qu'il fonctionne justement mieux. Et de mettre ce diagnostic-là dans la poche de la personne, c'est que ça va l'aider. C'est qu'on dit, regarde, si on fait attention à mettre un environnement autour de cette personne-là de telle manière, par exemple, ça va pouvoir aider cette personne-là et même le parent, parce que comme tu dis, à travers tout ça, là, oui, on a un bébé aux besoins intenses, mais c'est sûr que le parent, il souffre à pas dormir. Le couple aussi, parce que bon, c'est des enfants toujours collés, donc on dort souvent avec les enfants, avec les bébés collés. Et ça, justement, avant qu'on ait dans toutes tes solutions, j'aimerais ça, tu sais, t'en parles un peu plus, parce que s'il y a des parents qui disent, moi, je me le demande, justement, est-ce que mon bébé ou mon enfant est un enfant aux besoins intenses? Et là, ils se posent des questions à ce sujet-là. Donc, comment on pourrait, parce que des fois, on va dire, oui, mais c'est normal, un bébé, ça pleure. Un bébé, oui, il y a des bébés qui veulent être collés, mais des fois, et j'en ai eu souvent, là, des parents qui me disent, moi aussi, mon enfant n'est pas facile. Puis, à force de discuter avec le parent, je dis, non, toi, oui, il n'est pas facile, c'est sûr, là, c'est que, tu sais, les bébés, ça pleure quand même, mais c'est pas un baby. Alors, où aller la différence? Il y en a quand même une. C'est sûr qu'en tant que parent baby, on le sait souvent, la différence, mais elle serait. Comment tu pourrais décrire ça un peu, les babys, là, pour aider un petit peu les parents situés, là, pour qu'ils disent, oui, peut-être mon enfant en est un ou non? En général, les tout petits, on arrive à voir qu'ils ne sont jamais posés. Même les plus grands, d'ailleurs. Ils ne se posent pas.
Ils n'arrivent pas à se poser. Ils sont partout. Et donc, quand ils sont petits, les poser, en fait, ça les met en stress en général. Alors, bon, chaque enfant est différent et ça va se traduire différemment. Et en plus, comme je te le disais tout à l'heure, moi, dans les bébés aux besoins intenses, je regroupe tous les besoins intenses, c'est-à-dire s'il y a une petite maladie ou quelque chose comme ça peut être dû à plein d'autres choses. Donc, il n'y en a pas un qui est pareil. Il peut être tranquille. Moi, j'avais une petite puce qui était super tranquille, mais elle dormait toute la nuit. Elle se mettait en pause, en fait. Elle écoutait mes besoins à moi plutôt que les siens. Moi, j'étais une lionne si on me réveillait la nuit, donc elle m'a écoutée et voilà. Et elle s'est réveillée, par contre, à ses 1 an. Et là, à ses 1 an, ça a été juste l'enfer, quoi. L'enfer. Elle se tapait la tête contre les murs pour s'endormir. Elle me lâchait plus. Alors que la première année, à part le fait de l'allaitement, mais j'ai trouvé rapidement le biberon, tout ça, les maux de ventre et tout qui ont été quand même assez compliqués, tu vois. Ça va dépendre. Et je peux pas faire un diagnostic comme ça, mais si tu es constamment en train d'être à côté de ton enfant pour le rassurer, que tu peux vraiment pas du tout le poser, je sais pas, 3 minutes, 5 minutes sans qu'il hurle, et même un peu plus. Quand tu es dans la pièce, normalement, tu parles à ton enfant et ça peut l'apaiser. Donc, si tu peux pas, c'est que potentiellement, il y a quelque chose. Je dirais pas que c'est sûr parce que les 3-4 premiers mois, quand même, les tout petits, ils pleurent quand même. Ils découvrent tout, en fait. Donc, c'est délicat, les 3-4 premiers mois, de poser, de dire qu'il va être comme ça toute sa vie. Non, il découvre, là, l'enfant. Donc, c'est un peu valable pour tous les bébés, je dirais. Mais oui. Voilà. Mais si après à ça va se faire. Il faut se poser, c'est que... Oui. Ben moi, je l'ai vécu un peu différent de toi parce que je l'ai su tôt, mais oui, ça prend un diagnostic premièrement par un médecin, ça c'est certain, mais ça a pris beaucoup de tests avant. Donc, par exemple, à 1 mois, parce que moi, je le voyais, là, il n'arrêtait pas de pleurer pour rien, toujours collé, puis j'ai voyons, pourtant, j'étais une super de bonne gardienne, tous les parents du quartier m'appelaient, et là, j'ai mon propre enfant, je ne suis pas capable de le rassurer, et moi aussi, c'est avec l'écharpe en portage tout le temps, collé, mais ce n'était que ça, là. Il ne dormait jamais dans sa bassinette, il ne dormait jamais dans son lit, même en poussette dans le siège de bébé, dans l'auto, il hurlait. Oh, c'est pas compliqué, aussitôt qu'il décolle de normal, l'auto. c'est la poussette. C'est ça. Il hurle, ces enfants-là. Alors, c'est sûr qu'au début, on se demande, mais qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a fait? Et là, vu qu'on est nouveaux parents, tout le monde nous dit, c'est parce que tu es une nouvelle maman, tu es insécure. Non! J'étais pas insécure. Par contre, je commence à manquer beaucoup d'heures de sommeil. Alors, tu sais, il y avait tout ça qui jouait. Mais c'est sûr qu'on me demandait 1 mois d'aller passer un test, voir s'il n'y avait pas de torticolis de naissance. En tout cas, on m'a demandé plein de tests, aller voir physio, chiro, ergo, tout ce que tu veux. Puis après ça, finalement, ça a pris beaucoup de temps et à 6 mois, là, c'est là que c'est une docteure que j'avais de famille qui vient de la France et une chance parce que au Québec, c'est pas très connu. Les médecins connaissent pas nécessairement le diagnostic de baby. Et elle connaissait ça même juste en anglais au début. Donc, elle m'a dit, va lire sur Spirited Child, ça s'appelle comme ça en anglais. Et c'était le docteur William Sears qui avait établi des critères pour dire que c'était un enfant baby. Et mon garçon les avait au complet, tous les critères. Et en effet, c'est là que j'ai compris un peu comment c'était. Et c'est pour ça que je dis que le diagnostic aide beaucoup à se déculpabiliser, à se soulager et va aider après ça à mettre des solutions en place. Et après ça, c'est ça qu'on découvre aussi. Et là, c'est ça, je veux que tu en parles aussi parce que ça finit pas nécessairement. C'est pas juste baby pendant qu'ils sont bébés. Ça va se transformer aussi à l'âge de 3 ans. Hein. Ah ben oui, moi c'était, j'ai pu, tu vois, trouver une solution pour le rassurer, le faire dormir, comment dire, le poser, parce que j'ai compris ce dont il avait besoin. Et puis je suis assez douce, assez voilà. Donc il y a des techniques de manipulation des bébés dont il faut faire attention. Et qui ne sont pas transmises, hein, même par les professionnels de la santé, c'est catastrophique. En France, hein, c'est pas mieux. Hein, je crois que je connais personne qui demande aux parents de faire tous ces tests-là dès la naissance.
On dit souvent, on entend trop, c'est normal qu'il pleure. Pour moi, c'est pas normal. Un enfant, il pleure que quand il a un besoin qui n'est pas qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment. C'est-à-dire que l'enfant, il va, même le bébé, il va s'exprimer autrement avant. Et le truc, c'est que si on le voit pas, l'enfant, il va comprendre que en pleurant, tu sais, c'est les autoroutes neuronales encore, en pleurant, on réagit. Donc, en fait, si on fait pas attention à cette communication qui n'est pas encore vraiment verbale et très vocalisée, et ben l'enfant, il va apprendre à ne faire que pleurer pour avoir une réponse. Parce qu'il va comprendre que quand il fait ça, ben, il obtient ça. C'est juste de l'apprentissage que nous, on lui permet de faire. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, qu'il soit baby ou EABI. EABI, c'est à partir de 3 ans qu'en passant, c'est ça, le docteur William Sear disait que ça se transformait là. Donc, ça peut, soit le baby va diminuer, voire presque complètement, ou va se transformer, va continuer dans le fond d'être baby, mais on appelle ça enfant de besoin intense. Et comme tu dis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu un cercle vicieux parce que justement, si on les laisse pleurer ou qu'on attend juste qu'ils pleurent, donc ça serait d'aller observer notre enfant et d'aller voir c'est quoi les signes précurseurs avant qu'il pleure pour essayer de répondre à ses besoins avant qu'il arrive à la crise. C'est intéressant, ça, quand même. C'est vrai que l'intérêt qui aborde ça, oui. D'où l'intérêt de prendre du temps. Il en parle, je crois aussi d'ailleurs, hein, William Sears, de prendre du temps quand ils sont tout petits pour juste les regarder. Mais les regarder vraiment. Pas forcément interagir avec eux, mais les regarder. Qu'est-ce qui, comment les mouvements qu'ils ont, comment ils jouent, comment. Parce qu'un tout petit, mine de rien, ça découvre. Hein, ça n'est que envie de découverte. Alors c'est plus visuel et auditif au début, puis après ça découvre ses mains, ça découvre ses pieds, ça se tourne, ça crapahute et hop, ça se lève et voilà. Mais pour qu'il évolue bien, il faut qu'il se sente sécurisé. Et s'il ne se sent pas sécurisé, et c'est uniquement le cerveau là, ben, ça va être compliqué d'évoluer correctement. Donc, et ça peut se retrouver du coup après 3 ans, hein, même à l'âge de 6 ans, quand on commence les apprentissages scolaires, où là on commence à voir qu'il y a des vrais problèmes pour écrire, pour apprendre, tout simplement, pour se poser, être assis, essayer de se concentrer un petit peu. Alors forcément, hein, c'est ce qu'ils font en école, c'est pas top, mais voilà, il y en a vraiment pour qui c'est une torture, quoi. Donc, et dans toutes les ressources que tu as découvertes, Isabelle, justement, c'est quoi les meilleures ressources que quand tu dis à un moment donné, ben là, tu t'es formé, tu as découvert plein de choses et tu as mis des choses en place avec ton enfant aussi qui l'a aidé. Alors, entre autres, l'observer, comme tu as dit, l'observer et repérer les signes, si on veut, précurseurs avant qu'on en arrive toujours aux pleurs et que là, l'enfant associe les pleurs à une réponse du besoin. Mais il y a le portage aussi. Ça aussi, tu en as parlé beaucoup. Alors, donc, le portage, c'est... Oui, c'est excellent. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai carrément enlevé la poussette quand Mathieu avait 6 mois. J'ai plus jamais eu de poussette. Et Emma, elle avait 2 ans et demi. Et je marchais beaucoup, on sortait, on faisait des balades. Enfin, voilà, je me promenais en ville et tout. Et j'avais pas de poussette. En portage ou à côté de moi. Enfin, voilà. Il y a un livre, un autre livre qui m'a beaucoup fait, qui m'a fait switcher, je vais dire, de la parenté où tu imposes tes trucs et où la parentalité où tu es le modèle de ton enfant et il va te copier. Et tout son environnement est aussi son modèle. Donc, il va copier ce qu'il y a dans l'environnement, ce que tu fais pas toi forcément, mais ce qu'il y a dans son environnement. Donc ça, je n'avais pas conscience. Et le livre, c'est le concept du continuum. Ça y est, j'ai mangé le... ça va me revenir. De Jean Lidloff. Si je ne me trompe pas. C'est Lidloff, mais je ne sais plus mais si, je crois que c'est Jean Lidloff. Alors, il est un peu complexe à lire au début. On le mettra dans les liens. Mais franchement, ça fait vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant, du bébé notamment. Et ça, moi, ça m'a fait pleurer parce qu'en fait, je n'avais pas conscience pour ma fille, par exemple, de la mettre dans son lit à barreaux et machin.
bah, pour moi, c'était normal, la faire pleurer 5 minutes, et puis 10, et puis 15, pourquoi pas. Bon, ça n'a pas fonctionné, hein, mais Et c'est une voilà. technique en passant, hein? C'est une technique suggérée par des professionnels. Laisser ton bébé pleurer 5 Oui. minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et c'est encore une des meilleures, enfin, pas une des meilleures, mais une des plus connues. Et c'est d'autres formes. Il y a des techniques en ce moment qui sont en controverse. Nous, on a l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, l'OVO, en France, qui a fait un petit comment ça s'appelle, un article sur une méthode qui paraît être super bienveillante et en fait qui ne l'est pas du tout. Parce qu'en fait, on ne rassure pas l'enfant, on le laisse pleurer. On est à côté, mais on le laisse pleurer. Donc ça, c'est le pire du pire, quoi. L'enfant, il pleure alors qu'on est encore à côté. Ça veut dire que c'est pas bon. c'est juste pas bon. Donc c'est qu'il y a autre chose à faire encore. On n'a pas trouvé, mais il faut chercher et on va trouver. Si on cherche, on trouve. Après, oui, il y a des parents qui disent, mais oui. Oui, Isabelle, je suis contente vraiment que tu le précises. C'est ça, ne faites pas ça. C'est vraiment un conseil très précieux. Ne faites pas ça, laissez pleurer l'enfant et en plus être à côté de lui. Oui, je sais, c'est une nouvelle méthode aussi. J'ai vu, là, moi, dans le temps, ça disait de le laisser 5, 10, 20. Puis en plus, dans tous les tests du 6 mois, là, avant qu'on diagnostique baby, j'étais obligée de faire ce test-là aussi, voir s'il se rassurait, oui, ça a été pénible. Et moi, il y avait seulement 6 mois, là, il s'est mis à se faire vomir. Il a compris que s'il mettait son dent dans sa bouche, il vomissait dans son lit, il venait le voir. Bon. Alors, ils m'ont dit que c'est ça, c'était ça, qui était très intelligent, donc c'était pas une méthode à continuer du tout. Ils m'ont dit, OK, on voit que la méthode ne fonctionne pas. Ben non. Alors, c'est ça, toutes ces méthodes-là, c'est vraiment pas à conseiller, là. Non, alors, parce que là, en fait, l'enfant, il risque de se débrancher de ses besoins, en fait, et de se dire, bon, bah, on vient pas, donc, OK. Je vais pas continuer à pleurer, je vais dormir, quoi. Il y a des enfants, par exemple, quand on les emmène, quand on les emmène chez la nounou ou en crèche, ils font que dormir. Et quand les parents viennent les récupérer, c'est la fête. Bah oui, parce qu'ils ont envie d'être avec leurs parents, pas d'être à la crèche. Mais tant pis, c'est comme ça. Il faut l'accepter et il faut essayer de voir autrement. Il y a aussi la communication. Donc, ouais, tu me demandais mes trucs. Donc, le bouquin, là, le concept du continuum m'a permis de, moi, me poser en tant qu'exemple pour mes enfants. Et là, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je renvoie à mes enfants? Et j'ai vu ma fille, par exemple, taper ses poupées, être hyper agressive. Et du coup, j'ai mis en place des choses que j'avais mis en place avec mon fils que je n'avais pas mis en place avec elle. Donc, elle ne faisait pas le cododo. Ben, je lui ai fait faire le cododo. À partir de ce moment-là, elle a arrêté de faire pipi au lit toutes les nuits, du jour au lendemain. Okay. Et l'agressivité a diminué, je sais pas, je dirais de moitié. Mais t'imagines, quoi, juste avec le cododo, j'ai réussi à régler les pipis et l'agressivité. Alors, il y avait un grand besoin de se faire rassurer. Ta fille, elle avait un grand besoin de se faire rassurer, voilà, ouais. Et puis on donnait quelque chose à son frère qu'on ne lui donnait pas à elle, donc l'égalité dans la fratrie, elle n'était pas vraiment là. Et puis après, j'ai développé mon écoute parce que j'étais pas forcément à leur écoute, l'observation, la communication. Donc, je t'ai dit, je me suis formée à Faber et Maslich et ça m'a vraiment beaucoup aidé pour me faire entendre et de manière super efficace. Et bah voilà, avec toute la méthode Faber et Maslich où je te dis un mot ou des trucs écrits, des postures aussi, la posture que tu prends par rapport à ton enfant. Qu'est-ce que tu lui transmets quand toi tu es énervé, donc apprendre à se calmer avant d'aller parler à l'enfant peut-être quand c'est possible. Ouais, prendre dans les bras l'enfant quand il a besoin, ça tu vois, c'était pas, je l'ai pas fait avec Mathieu. À partir du moment où j'ai commencé à le faire avec Mathieu, on a vu les crises diminuer d'autant, quoi. Passer du temps avec ses enfants. Il y a plein de petits trucs et puis ça dépend de chaque problématique, en fait, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut venir aussi d'un problème soit cognitif, soit physiologique d'une maladie ou autre.
Et donc là, là, il y a encore d'autres choses à adapter. Il y a l'environnement, la maison. Tu vois, Maria Montessori, elle est aussi présente. Ça m'a appris aussi des choses dans l'environnement. Plus c'est en bordel, plus dans la tête, en général, c'est aussi un peu le fouillis et ça amène pas l'apaisement. Quand tu es dans une ambiance qui est rangée, mine de rien, tu te sens bien, tu te sens zen, tu te sens calme. Donc, pourquoi ne pas ranger un peu sa maison? Désencombrer, ne pas avoir trop de petits trucs qui servent à rien et qui encombrent en fait l'esprit, la vue. Enfin, il y a plein de petites choses à mettre en place. Mais c'est des trucs à mettre en place. Moi, dans mes formations, en fait, je les fais vraiment étape par étape. Tu vas pas aller ranger ta maison alors que tu n'as pas calmé ton enfant, que tu n'arrives pas à le calmer. Tu vois, il va falloir une chose avant l'autre. Et il y a possibilité aussi peut-être de travailler sur soi, parce que des fois, ça vient aussi des parents, il faut le dire. Hein. C'est pas comment dire, c'est pas une insulte, c'est un fait. Si nous, on n'est pas un petit peu apaisé et tranquille, et ben ça ressurgit sur l'enfant. Et des fois, on ne le sait même pas en fait. Donc des fois, juste aller faire un petit travail sur soi et se poser les bonnes questions sur notre passé, tout ça, ça peut aider à apaiser l'enfant directement, sans avoir travaillé sur l'enfant en fait. Donc travailler sur soi pour apaiser le reste. Et ça, moi aussi, j'ai vu vraiment des différences. Tu vois, là, ils sont ados. Et j'ai vu encore des différences en allant, moi, voir une psy pendant quelques mois. Ça a été assez rapide, j'ai trouvé. Et c'était le jour et la nuit, quoi. Et entre eux aussi. Alors qu'eux n'avaient pas été voir la psy à ce moment-là. Donc... Alors, c'est sûr que l'énergie du parent va influencer aussi sur l'énergie de l'enfant. C'est ça. Oui. C'est bien. Ben, tu as quand même donné des bons conseils au niveau de l'énergie, au niveau du portage, au niveau même de regarder les signes précurseurs avant que justement il arrive une crise ou qu'ils se mettent à pleurer, autant pour les enfants, les bébés, les tout petits et aussi les enfants qui sont plus grands. Et aussi, une autre chose bien importante, je voulais t'en parler un petit peu parce que, comme on disait, ça continue. Les enfants, là, tu sais, comme on dit, ils naissent baby, mais ils continuent, ils grandissent. Mais mettons, comme ton adolescent encore aujourd'hui, Mathieu, tu vois encore des signes, là, c'est pas, tu sais, ça reste en dedans de lui et comme ça, il est un enfant un peu plus intense peut-être que d'autres. Donc, par exemple, aujourd'hui, je dirais un peu comment ça fonctionne quand tu vois qu'il est un peu insécure. Est-ce que tu mets tout de suite des choses en place ou tu en discutes avec lui ou même lui, est-ce qu'il est rendu plus conscient de ses besoins, de comment il est? Oui, OK. Alors, lui, il est très conscient de ses besoins. Ah oui, OK. Lui, il est très conscient de ses besoins et en fait, on a travaillé, alors moi et avec des professionnels. Mathieu, il a appris à méditer aussi, donc à respirer. Tu vois, toi qui fais du yoga. Oui, qui en passe surtout la respiration. Oui, c'est très, très important. Ça. Oui. Par le ventre et tout, donc la bonne respiration, pas respirer n'importe comment. Et apprendre à se recentrer justement pendant ces respirations. Il aimait vraiment beaucoup ça. Et en plus, c'était des petits moments qu'on passait ensemble. Donc, c'était encore plus chouette, quoi. Mais il en a fait quelque chose à lui. Et puis, en fait, depuis qu'il est tout petit, il verbalise vachement bien. Et donc, il nous dit, non, mais là, j'ai besoin de taper. J'ai besoin de rester tout seul. Je vais me calmer. T'inquiète pas, maman. Je vais rien casser. Je vais pas, voilà. Et laisse-moi tranquille. C'est bon, je fais pas mal. Et tu vois, il sait aussi me rassurer. Et en fait, j'ai appris, il a compris que moi, j'avais besoin d'être rassurée pour pouvoir le laisser tranquille, se calmer. Et il a que 15 ans hein, quand même. Donc, il y a eu un gros travail derrière avec des psys, si moi, j'avais pas été là aussi pour, pour porter ce travail, le travail que faisaient les psys n'aurait pas autant porté les fruits que ça, parce qu'on est quand même les piliers de nos enfants. Donc, même s'ils sont vus par des professionnels, si nous, à côté, on ne suit pas et qu'on ne fait pas quelque chose de nouveau, on a beau aller voir, par exemple, j'ai interviewé une chiropraticienne, et c'est comme une ostéo. Et donc, si elle fait un travail d'ostéo ou de chiro
dans son cabinet. Donc, elle va remettre tout en place au niveau du corps ou même, je ne sais pas, au niveau énergétique. Hein, on peut dire la même chose. Si après, chez soi, on fait n'importe quoi, on prend notre enfant n'importe comment, il se pose, il a un lit pas bien ou un canapé pas bien, ou des chaises pas bien, enfin, qu'on ne fait pas attention à comment on se tient et tout ça, ben, on va devoir retourner voir l'ostéo ou le chiro constamment pour remettre en place les choses. Le but, c'est pas ça, c'est de se faire aider, mais pour petit à petit être autonome. Mais petit à petit. Voilà. Et oui, vas-y. On a Peggy qui nous fait des salutations. Alors, Peggy, qui est en France aussi d'ailleurs. Alors, bonsoir à Peggy aussi en France qui est avec nous. Et justement, comme là, tu t'en allais, tu avais parlé beaucoup de tes solutions et comme tu disais que c'est important aussi même d'être accompagné. Alors ça c'en est aussi important d'être accompagné pour devenir autonome, justement, pour être sûr que quand on met des outils en place, ben que ça fonctionne, puis il y a quelqu'un qui va nous aider à dire oui, c'est la bonne chose, ou tu t'y prends bien, parce que même, comme tu disais, le portage est une solution, mais il faut savoir aussi bien faire son écharpe et bien porter l'enfant. Et même moi, j'en vois aussi encore aujourd'hui, hein, parce que j'en ai fait beaucoup de portages aussi avec mon premier. Et les autres, tu vois, ça n'a pas été aussi intense que ça dans le portage, mais on en voit là, que les bébés sont vraiment pas bien placés, donc c'est pas correct pour la colonne vertébrale ou même pour le visage qui est recouvert complètement. La respiration, elle ne se fera pas, je dirais, dans son meilleur potentiel pour qu'elle soit optimale. Donc, c'est sûr que tout ça, c'est important de se faire accompagner. Et toi, justement, tu proposes quand même des solutions là-dedans parce que, comme on disait, tu es accompagnante, physio-éducatrice. Donc, c'est quoi les solutions que tu proposes pour les parents? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions ni de personnes qui accompagnent actuellement au niveau des babys et EABI. Donc, c'est pour ça que j'étais très contente de te connaître et de voir que c'était une de tes spécialités, vu que c'est quand même un besoin et c'est très peu parlé. Comme on dit, là, c'est souvent tabou. Là. Ouais. Alors, c'est même pas forcément tabou, mais ce qui se dit dans les... je connais un peu d'autres, je ne vais pas dire plateformes, mais d'autres groupes de parents et tout ça, vraiment très spécialisés dans les bébés et les EABI. Et en fait, plutôt que de chercher des solutions, ils sont dans le fait accompli, c'est un baby, c'est un EABI, ben voilà. Voilà. Et comme on fait ça et que ça ne marche pas, ben on va pas chercher autre chose. Et puis, ou alors on cherche d'autres choses, mais ça ne fonctionne jamais. Mais jamais on se tourne vers. Enfin, c'est rare qu'ils se tournent vers la physiologie. C'est rare qu'ils se tournent vers moi. Qu'est-ce que je peux faire pour moi changer et accompagner au mieux? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de. Voilà, il y a plein de pistes à aller chercher quand on est dedans. On est trop fatigué pour penser à tout ça. C'est impossible quand on est vraiment dans le truc, surtout avec des bébés où là, ça pleure tout le temps, ça ne parle pas, ça n'est absolument pas autonome. Donc là, c'est le pire du pire, je dirais. Il faut être en permanence 2 jours comme de nuit auprès de l'enfant pour pouvoir espérer le rassurer. J'ai des parents qui se relaient, j'ai des parents qui dorment avec leurs enfants sur eux et c'est pas possible, quoi. Alors qu'il y a vraiment des solutions pour poser l'enfant, pour mettre des limites qui nous permettent, nous, en tant que parents, de vivre bien, mais aussi à l'enfant de se construire bien et sans blocage, sans traumatisme, sans voilà. Donc c'est pour ça que c'est important d'être accompagné. Et en France, donc c'est même pas un tabou, c'est juste c'est un bébé, donc il y a rien à faire. Donc, on fait rien, on n'agit pas. De toute façon, ça sert à rien que je paye une formation, ça va pas fonctionner. C'est ça, en fait, le truc de départ. Mais si tu n'essayes pas. Ouais, mais celle qui m'avait dit que c'était comme un tabou, elle était en France d'ailleurs, mais elle, je pense que c'est tabou du fait que, tu sais, ça fait qu'elle, ça y a entraîné une dépression parce que veux pas, tu as un enfant qui dort jamais, qui pleure tout le temps, qui est tout le temps accroché à toi. Donc, c'est ça, ce qui vient tabou, je pense que c'est tout l'environnement qui est créé. Comme je disais, tout l'impact, les conséquences qui viennent autour d'un enfant qui est baby, là. Alors, c'est sûr, c'est plus ça qu'elle disait. Moi, je veux même pas en parler aux gens parce que là, ils vont dire que c'est de ma faute. Tu sais, c'est souvent les parents, qui va être mis en faute, si on veut, là, comme en disant, c'est le parent qui sécurise pas assez l'enfant. C'est l'enfant est difficile à cause du parent. Alors, ça fait un cercle vicieux qu'à un moment donné, elle a dit, là, moi, c'est tabou, je veux pas en parler. Et très peu de gens lui ont dit que son enfant était baby ou l'ont rassuré en disant, regarde, c'est pas de ta faute, c'est pas nécessairement toi le problème.
C'est toute la Non. situation qui est amenée à ton enfant a des besoins plus qu'un autre. Tu sais, c'est tout, là. Alors, Ouais, c'est souvent, c'est ça. Et comme tu dis, mais toi, tu es là, tu es une solution quand ouais, même aussi dans tout ça, là. Alors, qu'est-ce c'est que tu ça. offres justement aux gens? Voilà. Oui, c'est une Donc, solution. Alors, qu'est-ce que tu offres aux gens? alors j'offre, alors il y a plusieurs formations Oui, que oui, j'ai c'est ça, je veux qu'on regroupées en dans parle. une. Oui. Toutes les formations que j'ai créées, donc j'avais commencé par le portage et puis moi j'ai vu beaucoup de parents qui n'arrivaient pas à porter en fait. Donc je me suis dit, il faut vraiment se pencher sur cette solution parce que pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à porter? Donc je me suis Ouais, mais c'est pas plus facile formée voilà, au niveau du portage et c'est là Oui. que m'est venue aussi mon expérience. Je me suis dit, mais moi comment j'en suis arrivée là? J'ai réussi à faire en sorte que Mathieu s'en sorte. Donc je me suis dit, c'est que voilà. Et donc j'ai mis en place, j'ai structuré tout ça parce que tu sais, tu arrives de A à Z là, mais tu sais pas comment tu as fait quoi en fait. Donc il a fallu que je cherche dans ma tête toutes les étapes qui m'avaient permis d'y arriver. Et donc ça prend quand même du temps. Et donc le portage, ça a été forcément la base. Il y a eu les gestes. Les gestes quand tu portes ton enfant, quand tu le transmets à quelqu'un, quand tu le changes, quand tu l'habilles, quand tu le déshabilles, quand tu lui donnes le bain, quand tu l'amènes à l'hôpital. Là, moi, j'essaye aussi de former les gens, les professionnels de santé. Alors, je fais déjà des professionnels de santé, mais plus maternité et pédiatrie. Mais on ne voit jamais les médecins. On voit les infirmières, mais les médecins, on ne les voit pas. Et donc ça, c'était une première partie. Et puis après, je me suis penchée sur la partie un peu le quotidien, le quotidien de l'enfant, du parent aussi. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, on est un peu esclave. Donc, comment on fait? Quelles étapes on fait pour abolir cet esclavage et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Donc, il y avait forcément connaître les besoins parce que, et je l'ai vu encore dans une émission, si tu connais pas les vrais besoins de ton enfant, on a l'impression de tous connaître les besoins de notre enfant. Et là, moi, si je pose la question, j'aimerais bien que dans le chat, vous me disiez, je ne sais pas si combien il y a de personnes, j'aimerais que vous me donniez tous les sens que possède l'être humain, donc l'enfant aussi. Allez-y, on en reparle après. Et donc, ça peut fait être partie d'un... écrit là présentement à live ou même en rediffusion, ceux qui les connaissent, puis on commentera ensemble. Même en rediffusion, oui. Ouais. Oui. C'est vrai qu'on est en direct et je ne pensais pas à la rediff, mais oui. Et donc j'ai pensé à ça parce que quand on ne connaît pas les besoins, si tu ne sais pas d'où vient le problème, comment tu veux aller comment tu veux le trouver et comment tu peux trouver une solution. Tu n'as pas notion des besoins. Et même certains professionnels ne connaissent pas les besoins des enfants. Donc là, ça devient grave parce que quand même, c'est quand même une base. Donc voilà, à part la pyramide de Maslow, il y a quand même des petites choses à travailler. Et puis, je me suis dit maintenant, pour se positionner face à l'enfant, mine de rien, notre corps, il parle à l'enfant. Il n'y a pas que notre voix qui parle, il y a l'intonation, il y a plein de choses. Donc, il y a tout l'outil verbal et non verbal. Et donc là, je me suis dit, on va se poser, puis on va faire une petite partie, parce que c'est hyper important, la communication, qu'elle soit verbale et non verbale. Et encore, je dirais même la non verbale, je ne sais plus. Oui, la non verbale est très importante. C'était dans un film, elle est majoritaire en fait, 90%. Donc c'est pour ça qu'en fait, si on observe bien notre bébé dès le départ, d'abord on simplifie la vie à tout jamais parce qu'il y a une connexion qui se fait entre nous. C'est ça la différence en fait que j'ai peut-être avec ma fille, c'est que avec ma fille et mon fils, c'est que j'ai pas développé cette connexion avec ma fille parce que je l'ai pas assez observée, je l'ai pas assez portée et du coup il y a moins de connexion. Comment dire? Je ne sais même pas l'expliquer. C'est une communication qui n'est ni verbale ni non verbale. Enfin, je sais pas. On se comprend en fait. Tu vois, avec mon fils, on se comprend de suite. C'est assez, voilà, on comprend les besoins de l'autre sans même avoir exprimé des choses. Donc voilà, avec ma fille, c'est un peu plus délicat parce que j'ai pas mis en place tout ça dès le début.
Donc, il y a le lien d'attachement, hein, bien sûr, mais il y a quand même un lien très, très fort, très puissant qui se crée quand on travaille tout ça dès tout petit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus le travailler après. Hein. Non. C'est que, voilà, on se simplifie la vie quand on commence tout petit. Et puis, après, je me suis dit, qu'est-ce que j'avais comme recette, moi, pour calmer mon fils. Et donc, j'ai créé un petit chapitre recette anti-scotch pour me déscotcher mon fils, mais de manière à ce qu'il soit content lui aussi. Enfin, si je peux me le déscratcher, c'est que lui, il est content d'être ailleurs. Donc voilà, il y a plein de petites astuces là-dedans qui nous permettent au quotidien de simplifier la vie, que ce soit à la maison, quand on mange, quand on sort. Enfin voilà, donc quand c'est le moment d'aller aux toilettes, enfin voilà, l'apprentissage de la propreté, voilà, toutes ces petites choses, puisqu'il faut savoir que le mien a mis longtemps à être propre aussi. Donc ça, c'est une des potentielles particularités des œufs à vie. Voilà. Et puis forcément, hein, il y a le gros chapitre du sommeil. Donc oui. Voilà. Ça, c'est un gros pavé. Et là, quand je vois en fait des formations sur le sommeil, des gens qui se disent, thérapeute du sommeil, moi, ça me fait rire parce qu'en fait, le sommeil, c'est pas un truc qu'on isole, le sommeil. Le sommeil, il suit une journée et il précède une autre. Mais si la journée s'est mal passée, comment la nuit va pouvoir bien se passer? Donc, si on n'agit pas sur la journée, on a une nuit qui risque d'être pourrie. Je ne sais pas si tu me suis. Oh oui, je te suis, oui, parce qu'il y en a qui vont dire, les enfants, même pour les enfants baby besoins intenses, vu qu'ils sont intenses, je vais les brûler, je vais leur faire une journée intense. Et là, hein, tu sais, je m'en vais. Et là, le soir, ils vont super bien dormir. Puis là, on se rend compte que c'est, comme on dit en France, c'est la cata. Non, et ça ne dort pas du tout. C'est vraiment, écoute, on dit, wow, quelle nuit de M que je vais passer cette nuit, c'est terrible. Ça ne va pas bien. Et là, pourquoi? Pourtant, j'avais fait une grosse journée intense, mais c'est sûr, tu as gardé tellement d'énergie élevée à high que la nuit va être comme ça aussi. Là, ils ne sont même pas capables de redescendre. Puis en plus, tu l'as dit au début du live, pour ceux qui étaient là au début. Alors oui, c'est ça, des enfants, ils ont de la misère à se poser. C'est déjà des enfants avec ce problème-là qui ont de la misère à se poser, à sécuriser. Alors si en plus, on les surstimule, la nuit va être comme ça aussi. Là. Alors, c'est bien. Il faut arriver à doser. Oui. Oh oui, c'est arriver à doser. Et donc, l'observation, elle est importante encore là-dedans. Et donc, voilà. Et je suis tombée aussi sur des parents, en fait, qui, eux, n'arrivaient pas à dormir quand leur enfant dormait. Ou quand leur enfant était gardé par le papa ou par... Et là, donc, je me suis dit, bon, voilà, on va peut-être aussi travailler avec le parent en lui-même. Parce qu'il y a des fois, il faut arriver à redescendre, à lâcher prise sur certaines choses. Et donc, voilà, il y a ça aussi que j'ai travaillé, en fait, le sommeil, autant du côté de l'enfant que du côté du parent. Parce que des fois, il y a des peurs du côté du parent qui ressurgissent sur l'enfant. Donc, faut globaliser. C'est pour ça que ces méthodes sur le sommeil, moi, ça me fait doucement rire parce qu'on va traiter un enfant à la fois. J'ai une grosse concurrente, on va dire, dont j'ai vu les formations. Et en fait, c'est valable pour un enfant. Moi, je me suis dit, c'est quand même drôle parce que normalement, tu agis sur la famille, quoi. Donc, moi, j'agis sur la famille, sur l'enfant en question. Mais s'il y a des frères et sœurs, normalement, ça devrait améliorer les choses aussi. Et donc, moi, je prends la globalité de la famille. Forcément, il y a un problème avec peut-être un enfant, mais c'est possible qu'il y en ait 2 ou 3, tu vois, de besoins intenses. Donc voilà. Ouais, je te donne un exemple. Je vais te donner un exemple sur ce que tu dis. Là, je vais faire du pouce sur ce que tu dis. Même moi, je n'étais plus capable de dormir parce que comme mon bébé dormait très peu, il a fait des 3 heures en ligne à partir de 15 mois. Donc, c'était un bébé qui se réveillait aux 15 minutes, aux 30 minutes, aux heures, parfois aux 2 heures, mais vraiment très rarement. Là.
Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, j'étais même moi tout le temps sur un high en alerte parce qu'il va se réveiller tout le temps, que j'arrivais plus non plus à décompresser. Alors, mais c'est sûr que moi aussi, j'ai une énergie intense. Je suis capable d'avoir peu d'heures de sommeil et bien fonctionner, comme aujourd'hui, comme beaucoup d'autres journées. Alors, tu sais, ça arrive. Alors, c'est sûr que c'est ça, comme tu dis, c'est difficile qu'à un moment donné, on n'est plus capable, même en tant que parent, en tant que famille, de dire wow, il faut apprendre à se poser, à se Lâcher calmer. prise. Il faut apprendre à dormir quand le bébé dort ou les enfants. Alors, c'est sûr, c'est quand même quelque chose qui est difficile. Là. Et vraiment, là, quand j'ai peu de sommeil, parce que j'en ai des parents aussi qui m'ont déjà dit ça, moi aussi, tu sais, mon enfant dort peu, je me réveille. Puis en discutant avec eux autres, ils se réveillent une fois par nuit pour 15 minutes. Mais moi, pour dire, ça a été pendant des mois, même avec les deux, à dormir Oui, seulement 2 heures par nuit. Donc, c'était pas de tout à fait 4 heures pareil. à 6 heures que ça Ouais. dormait les deux en même temps. Et là, c'est là que j'avais mis, OK, je vais dormir. Mais là, à un moment donné, j'ai vu que je fonctionnais plus. Et j'ai dû, moi aussi, comme tu dis, là, apprendre à descendre l'énergie. Et quand il faisait la sieste l'après-midi, ben, il faut apprendre à dire, bon, ben, on n'ira pas faire de ménage, on n'ira pas faire la cuisine, on n'ira pas faire plein de choses, on va aller se coucher parce qu'on en a besoin. Alors, comme Ouais, tu dis, c'est c'est ça. d'écouter ses besoins aussi en tant que parent. C'est pas évident non plus à faire, là. Non, Mais c'est bien que tu c'est pas, travailles. c'est pas. En Ouais. fait, quand on a des enfants comme ça, on fonctionne par automatisme Mm. et on n'est même plus dans l'écoute de nos besoins et c'est le problème en fait. C'est vraiment problématique et c'est souvent donc les mamans qui sont plus comme ça et les papas qui regardent et qui n'osent rien faire en fait et qui me disent, moi j'ai beaucoup entendu quand j'ai parlé de ma formation à des collègues entrepreneurs, donc hommes, ils m'ont dit ah mais ouais mais je reconnais bien là ce que tu dis là on l'a vécu ah oui mais alors on peut faire quelque chose Mm. on peut essayer en tout cas mais oui on peut faire quelque chose c'est pas possible Oui. de laisser faire, bah, de pas essayer d'agir en tout cas. Donc Oui, voilà. alors Et puis tu proposes un grand après, volet sur le sommeil, là. ah oui, 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 un très grand OK. volet. Et après le dernier module, donc il y a trois modules. Le premier c'est le portage, le deuxième c'est celui dont je viens de parler avec le sommeil et les recettes Scotch, enfin, tous les besoins de l'enfant. Et puis après, on va travailler sur l'entourage et le relationnel parce que ça peut vraiment pourrir l'ambiance familiale. Euh, ça vient nous comment nous questionner. Donc, on se remet constamment en question alors qu'on n'a pas, enfin, on fait du mieux qu'on peut normalement. Donc, on n'a Mhm. pas à remettre ça en question. Donc, je remets un petit laïus sur le sommeil et puis je vais aller travailler sur le côté relation avec le papa. Parce que j'ai beaucoup de mamans qui me disent oui mais le papa il fait rien machin voilà et je leur dis mais qu'est-ce que vous lui laissez faire? Et puis c'est parce que c'est souvent mais Mm. quand je donne mon enfant au papa, il hurle machin et tout ça, mais et puis lui il s'en occupe pas comme ci comme ça, donc ben voilà moi je travaille là-dessus pour que les deux arrivent déjà à communiquer, c'est bien, c'est quand même la base d'un couple. Donc, et puisse communiquer sur comment on éduque cet enfant, comment est-ce qu'on répond à ses besoins, qu'est-ce que moi j'ai besoin, qu'est-ce que toi tu as besoin, comment on peut faire pour, quand il pleure, toi tu le laisses pas pleurer s'il te plaît, sinon moi je suis pas tranquille et je te le laisse pas. Donc voilà, voilà, c'est des petites solutions à trouver entre parents. Donc c'est pas aussi simple que ça. Hein, j'ai tout un chapitre là-dessus. Mm. Et puis forcément dans la relation avec alors quand je dis le papa ça peut être aussi deux femmes ensemble ou je sais pas deux hommes ensemble hein, c'est le compagnon quoi moi je l'ai imaginé dans mon contexte on va dire nucléaire comme on dit mais voilà ça peut être extrapolé à d'autres types de familles quoi donc voilà et donc il y a aussi le volet où on trouve du plaisir aussi dans le couple malgré ce bébé et un petit peu pot de colle. Comment est-ce qu'on va faire pour retrouver un petit peu d'intimité quoi aussi et parce que c'est nécessaire, c'est une des bases de la pyramide de Maslow hein, le sexe c'est ça en fait partie. Donc, alors peut-être pas tout de suite dans le premier mois, voilà, hein, on va se remettre de nos émotions, mais voilà, arriver et puis même ne serait-ce que retrouver des petits moments entre
entre le couple. Le couple et la compagne aussi, hein, ça peut être un papa qui arrive, quelqu'un qui arrive et qui n'est pas le père. Enfin voilà, c'est pas. Donc remettre un petit peu de paillettes dans sa vie pour être épanoui, quoi. Il faut aussi parler des choses. Et puis enfin, on va essayer de trouver notre baguette magique à nous et apprendre à se faire confiance. Et comment est-ce qu'on peut se faire confiance? Comment est-ce qu'on sait? Comment est-ce qu'on jauge? Là où on a bon, là où on n'a pas bon. Quand est-ce que je dois faire appel à quelqu'un? Là où c'est bon, là où il faut que je lâche prise, c'est pas grave. Enfin voilà. Et il y a ça aussi. Je vais travailler avec les parents pour les autonomiser en fait, pour leur permettre de se sentir capables de voler de leurs propres ailes. Ils ont les bases. Il n'y a pas besoin d'avoir lu 3000 bouquins ou ne serait-ce que ceux que j'ai lus ou les formations que j'ai faites pour y arriver. Il n'y a pas forcément besoin de tout ça. Et en plus, on n'a pas le temps quand on a un enfant comme ça. Et donc, toutes mes petites formations, tous les chapitres sont séquencés pour que on puisse lire, on puisse visionner ou écouter. Et après, ça impacte. Il y a des petits exercices à faire. Moi, je suis là. Alors, il y a une version avec accompagnement ou sans. Et donc, la version sans accompagnement, en fait, elle est accompagnée puisqu'il y a un groupe Facebook. Donc, où on peut discuter des problématiques. Il y a les commentaires dans l'espace de formation. Donc, s'il y a un souci, on me le dit. C'est juste qu'il n'y a pas de vraie visio régulière et tout ça, c'est pas encore... voilà. Et donc, sinon, il y a un accompagnement en individuel. Et là, il y a quand même la possibilité d'acheter juste aussi, je dirais, le service qu'on a besoin, dans le sens que si c'est le volet du sommeil qu'on a vraiment besoin, on peut juste dire que nous, on va se procurer uniquement le volet du sommeil. Oui, et si on a déjà mis plusieurs choses en place, mais au niveau du couple, il reste encore de quoi, donc on peut aussi aller acheter juste le volet de la vie de couple. Alors, tu offres quand même ta formation complète ou séparée en modules. Et comme on avait parlé ensemble, alors je te laisse présenter, tu as un rabais, le Live Andrea 2021. Oui, tous ceux qui voudront souscrire à soit une partie de la formation, soit la formation complète, ils ont le droit à 5% jusqu'à dimanche minuit pour les remercier d'avoir suivi le live ou la rediffusion jusqu'au bout. Et puis, voilà. Super. Alors, merci beaucoup, Isabelle de l'Enfance en Confiance. Alors, ceux qui veulent te suivre aussi sur les réseaux sociaux aussi peuvent aller s'abonner à ta page L'Enfance en Confiance. Tu as aussi des listes de courriels qu'on peut s'abonner, qu'on télécharge un PDF sur, tu veux-tu le dire? C'était sûr, on reçoit les trois astuces. Oui, 3 astuces, mais c'est quand même plusieurs pages ton document, là. Oui, c'est 3 astuces, mais elles sont un petit peu détaillées. Donc, on les a détaillées un petit peu ici. Donc voilà, ça va être un petit peu redondant et puis c'est beaucoup plus court. Mais donc là, pour l'instant, il est nommé comme ça. C'est 3 astuces pour descratcher bébé, pour que bébé se descratche de maman naturellement. J'ai même plus le titre en tête, tu vois, parce que j'ai l'autre qui vient en tête et en fait, il va s'appeler 3 astuces pour vivre épanoui avec son baby. Okay. Voilà. Oui, c'est sûr, on met toujours plein de choses en place, mais au moins les gens qui sont abonnés à ta liste de courriel vont sûrement recevoir, peu importe, ton nouveau document PDF. Alors, c'est sûr, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir toujours justement des nouvelles et tu donnes des conseils aussi gratuits là-dessus à ceux qui sont abonnés à ta liste de courriel. Sinon, ta page Facebook et les autres réseaux sociaux, comme tu as dit, ton groupe aussi que tu as sur l'Enfance à Confiance. Alors, il y a plusieurs moyens aussi pour te suivre, pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus. Voilà. Et puis, la chaîne YouTube où je donne des petits compléments parce que dans toute la formation, je ne peux pas tout mettre. Donc, il y a des petits trucs qui me disent « Ah, tiens, si je peux parler de ça. » Donc voilà. Sinon, tu parles aussi de parentalité, justement du fait d'être avec ton baby. Alors, il y a plusieurs choses que tu as mis en place aussi sur ta chaîne YouTube. Oui, c'est ça. C'est super. Merci, Isabelle, d'être venue parler aujourd'hui, quand même, comme j'ai d'un sujet qui me touche personnellement, étant donné que mon premier était comme ça. Alors, c'est ça, un enfant besoin intense.
Mais comme on disait, c'est des enfants très charmants avec un haut potentiel, mais attention, ils peuvent avoir quand même des difficultés d'apprentissage aussi. Oui, des enfants avec un cœur très gros. Oui, c'est vrai, ils veulent tout le temps se faire aimer de plein de gens, sont tellement gentils, sont vraiment fins avec même les autres personnes parce qu'ils veulent tellement être aimés, ces enfants-là. Et comme on disait aussi, même ça amène des difficultés d'apprentissage. Alors, des fois, il faut faire attention de ne pas voir que les difficultés, mais aller voir c'est quoi que derrière ces difficultés d'apprentissage-là. Hein, ça, c'est souvent le problème. Hein. Dans un milieu scolaire, on aurait pu faire même un live là-dessus, je pense, sur les difficultés d'apprentissage qu'on voit toujours en premier, mais derrière ça, il y a beaucoup d'autres besoins qui se cachent. Et je suis contente parce que justement, tu en parles beaucoup, tu priorises beaucoup le bien-être. Hein. Moi, j'aime ça beaucoup parler des besoins, respecter les besoins, c'est super important. Et plus qu'on va respecter les besoins, qu'on va travailler la relation, plus qu'on va construire un enfant épanoui qui va devenir un adulte épanoui. Voilà. Alors, je te remercie. Cercle vertueux. Oui. Adulte épanoui et enfant épanoui, ça s'auto-alimente. Donc, voilà, c'est bien. Oui. Ben oui. Alors, merci de ta présence au live aujourd'hui, Isabelle. Nous, on se retrouve dans quelques instants. Bye. Alors, merci à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui dans le live et ceux qui vont aussi écouter ce live-là en rediffusion. Comme vous avez pu constater à quel point c'est important de parler du bien-être, à quel point c'est important de mettre des choses en place, parfois aussi de se faire accompagner ou d'aller chercher des bons outils pour travailler la relation avec son enfant. Et aussi, comme on a pu constater, si des fois on découvre des problèmes un petit peu plus tard, donc quelques besoins qui pouvaient être intenses, on voit juste des troubles d'apprentissage, bien, parfois les troubles d'apprentissage peuvent cacher aussi des besoins un petit peu plus intenses, mais à tout moment, on peut mettre des choses en place pour améliorer la situation. Alors, on se retrouve, nous, dans 2 semaines, au jeudi, avec Andrea, consultante pédagogique, le 4 novembre. Et le 4 novembre, je vais recevoir la fondatrice de SOS Prof, qui offre un service de tutorat et d'aide aux devoirs en ligne. Et elle va nous parler justement de pourquoi elle a fondé cette entreprise-là. Elle va nous parler un peu plus de l'entreprise et elle va nous parler aussi pourquoi et en quoi son entreprise pourrait aider aussi les jeunes qui vont avoir un diplôme d'études secondaires au Québec, même si on ne passera pas des examens nécessairement du ministère, parce que c'est un service qui va quand même offrir beaucoup d'aide pour la préparation, pour l'obtention du DES. Alors, on se retrouve le 4 novembre pour un prochain live avec une invitée. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de soirée.